Alors, je suis toujours attentif aux mots que j'utilise et dès que je dis il faut, on doit, des fois ça peut créer une rigidité chez celui qui se dit mais moi je sais pas ce que c'est ma mission de vie, moi je suis boulanger, est-ce que c'est de faire des gâteaux? Et d'un seul coup, ça peut créer une forme de culpabilité, ma vie n'a pas de sens, je sers à rien. Je crois que dit avec des mots simples, on est tous beaucoup plus heureux quand on est utile sur la terre. Et quand on a l'impression de servir à rien, mais de servir à rien, tout le monde sert à quelque chose, mais simplement d'en être conscient. C'est-à-dire quand on est ici et qu'on se dit qu'est-ce que je ferais mieux ailleurs, bah on n'est pas heureux. Et moi, l'un de mes maîtres, Saint Augustin, qui dit aime et fais ce qu'il te plaît. Et je crois que si mission il y a, elle consiste à être à deux choses. La première, c'est être conscient de notre lumière. On est en souffrance quand on a l'impression d'être terne, et je vois toute l'année des hommes et des femmes qui viennent me voir en me disant je ne trouve pas ma lumière, et une fois qu'on a trouvé cette lumière, comment on peut transmettre cette lumière à travers nos relations, à travers notre métier, et je ne crois pas qu'il y ait des métiers plus nobles que d'autres. Et coach ou mécanicien auto, il n'y a pas un métier plus noble que l'autre. Par contre, il y a une intention qui va être différente. Et celui qui, par exemple, fait le ménage en se disant oui, « je fais le ménage, c'est toujours moi qui fais le ménage, de toute façon, eux, ils ont le beau rôle et moi, je nettoie par terre ». Celui-là, il est dans une plainte et dans la critique. On peut faire le même métier en se disant « voilà, je fais le ménage ». Et comme ça, je dois avoir une maison propre et ça va être plus agréable. Et puis, on peut avoir une intention supérieure qui est de se dire, je fais le ménage et tous les gens qui vont venir dans cette pièce, ils vont trouver la pièce lumineuse et ça, je devrais contribuer à ça. Et là, on devient lumineux et là, on devient vraiment utile. Et mon expérience me montre que quel que soit le métier, quelles que soient les relations, quand on est dans cette posture de se dire, ça y est, je sers à quelque chose et grâce à moi, je suis quelqu'un d'assez simple, mais je me souviens dans les toilettes des cafés, des fois, il y a marqué « Laissez cet endroit dans le même état que vous l'avez trouvé ». Moi, je corrige et je dis « Laissez cet endroit dans un état meilleur que celui que vous l'avez trouvé ». Et comme la Terre, en ce moment, est dans un état assez critique parce qu'on n'a pas pris soin d'elle, mission, si mission il doit y avoir, bah, ça va être de contribuer à faire en sorte que cette Terre aille mieux et que nous allions mieux les uns avec les autres. Vous utilisez le concept de lumière, j'aime beaucoup ce concept. Faut-il le prendre dans un sens symbolique ou dans un sens réel? C'est-à-dire, comme le croyaient les gnostiques, on aurait en nous une parcelle de l'étincelle divine. Ouais. Est-ce que c'est ça, cette lumière? Là aussi, je suis très attentif avec mes mots parce que moi, dans ma mission, je me considère comme un pont. C'est-à-dire cesser d'opposer. Et je vois que des fois, sur des mots, ça suffit pour opposer. Et si on dit divin, certains vont se dire, moi, je ne crois pas au divin. Moi, je ne crois pas en la spiritualité. Et ça veut rien dire. On est tous lumineux ou ternes. Et à quel moment on est lumineux? On est lumineux quand on est animé par quelque chose. Après, qu'est-ce qu'on va mettre dans quelque chose? Moi, ma définition de la spiritualité, c'est être connecté à quelque chose de plus grand qui nous dépasse, dont on fait partie. Une fois que j'ai dit ça, j'ai tout dit, parce que celui qui veut appeler ça Dieu, il appelle ça Dieu, il peut l'appeler le Nirvana, il peut l'appeler le Sambhogakaya, il peut appeler ça comme il veut, peu importe les mots, peu importe la croyance, c'est une connexion, une dimension qui dépasse le simple ego, qui se dit, moi j'ai des problèmes, je veux avoir une voiture plus grosse, je veux avoir un appartement, qui est juste réglé sur ses problèmes. Celui-là, il peut pas être lumineux. Il peut être riche, il peut être en couple, dans une relation, etc. Il peut avoir un métier, gagner de l'argent, mais profondément, il sera pas lumineux. Les êtres les plus lumineux, c'est ceux qui brillent d'une lumière qui est plus grande qu'eux. Et je vois en stage, depuis 25 ans, en stage, j'ai près de 10 000 personnes qui sont venues. Quand j'ai vu les gens beaux, c'est à partir du moment où elles acceptent de se laisser toucher par quelque chose de plus grand qu'elles. Et là, elles peuvent avoir le nez croche, elles peuvent avoir l'œil tordu, elles deviennent belles parce qu'elles aiment complètement qui elles sont. Et on n'est pas beau quand un escargot qui veut se prendre pour un lapin, ou un chimpanzé qui veut se prendre pour un lion, il n'est pas dans sa lumière. Mais quand nous, on accueille complètement qui on est magnifique. Moi, je trouve l'humanité magnifique, je trouve les hommes et les femmes beaux. Simplement, des fois, ils l'oublient. Moi, je suis un pessimiste utopiste. Un jour, j'ai fait une conférence comme ça, et puis il y a un type qui me dit « Mais vous êtes naïf, vous êtes complètement utopiste ».
Et j'ai pris le temps de sentir, mais j'ai dit oui, je suis utopiste. L'utopie, dans son étymologie, c'est le mot qui était utilisé dans les grandes découvertes pour parler des terres qui n'étaient pas encore découvertes. Ça ne veut pas dire qu'on ne les découvrira pas, ça ne veut pas dire qu'on les découvrira, ça veut dire qu'on tend à ça. Et par rapport à ça, moi, clairement, je suis un utopiste. Je tends à un monde meilleur auquel j'aspire de tous mes vœux. Si je me laisse le matin, si je fais pas ce travail martial, je m'effondre le matin, parce qu'il suffit que je regarde les infos, je les regarde plus depuis des années, mais si je regarde les infos, si je regarde de quoi l'homme est capable pour courir à sa perte, je m'effondre avec mes semblables. Et j'ai pris conscience que ça ne menait à rien d'être dans cette position-là. Donc je suis, moi j'ai 15 ans d'arts martiaux dans ma vie, je suis un samouraï, et tous les matins je me rappelle que j'ai choisi d'aller vers la lumière. Des fois, ça demande des efforts, des fois, ça demande de l'abnégation, des fois, ça demande du courage, mais je sais que le pessimisme, de toute façon, n'amène à rien, donc je choisis l'optimisme. Mais c'est un choix martial, c'est pas en regardant le monde où je me dis, mais en fait, c'est magnifique. Non, non, c'est un choix martial, et qui me rend beaucoup plus heureux que... Et comme j'ai envie d'être heureux sur cette terre, ben, je choisis l'optimisme, ouais. Très bien. Comment est-ce qu'on peut concilier les enseignements spirituels de ce que j'appelle les peuples anciens, c'est les peuples d'Amérique du Sud, du Nord, etc., les anciennes traditions spirituelles, avec une vision globale, planétaire, qui se profile. C'est-à-dire, qu'est-ce que ces traditions peuvent nous apporter pour que nous puissions effectuer cette transition? Comment se fera la connexion entre l'ancien et le nouveau? Il y a quelques années, en entreprise, dans les écoles de management les plus high-tech, on était très contents parce qu'on avait découvert le principe de systémie. On se disait, waouh, j'ai fait l'analyse systémique, je comprends, ça devient très intelligent. La systémie, c'est, on regarde, si je vois ce tableau, je vais dire, tiens, qu'est-ce que tu vois? Bah, moi, je vois des traits blancs et des traits rouges et des traits verts et des traits jaunes. Et un autre va dire, moi, je vois une toile, ça représente la Terre, visiblement, et peut-être la planète Mars, et ça représente ça. Un troisième va dire, moi je vois une toile de coton de 1 mètre sur 1 mètre 10. Un autre va dire, moi je vois une œuvre d'art qui doit coûter dans les 600 ou 700 euros. La systémie, c'est celui qui réussit à superviser tous les systèmes. Et ça, c'est peut-être la nouvelle intelligence moderne. C'est celle qui réussit. Aujourd'hui, quand le gouvernement est confronté à se dire, on privilégie quoi? Notre-Dame-des-Landes écologie ou Notre-Dame-des-Landes économique? Ils nous montrent la pauvreté de leur système systémique. Ils n'ont aucune conscience systémique. Ou les gilets jaunes, qu'ils ont du mal d'un seul coup à communiquer parce qu'ils veulent régler soit l'économie, soit l'écologie. Ça montre une pauvreté systémique. Les peuples premiers ont cette grande qualité, c'est qu'ils ont cette systémie, par essence. Chez les Amérindiens, pour qu'une décision écologique soit prise, il faut être certain que ça n'aura aucune répercussion sur les 7 générations. C'est-à-dire que si quelqu'un veut faire ça, s'il veut détourner la rivière, s'il veut faire etc., si ça doit impacter négativement les 7 générations, ils ne le feront pas. Quand on voit que là, on est en train de se batailler parce qu'on ne sait plus quoi faire de ces déchets radioactifs qu'on a planqués dans les sols d'Alsace et qu'on est bien embêté maintenant pour savoir ce qu'on va en faire. On est comme des petits enfants qui n'avons aucune conscience de l'écologie. L'écologie, c'est pas un parti pris politique, c'est notre véritable nature. On peut pas être pour ou contre l'écologie. Quand je vois que l'écologie dans les élections présidentielles fait 1,5% ou 2%, mais je me dis l'écologie, c'est quoi l'autre choix? Il y a la vie d'un côté, l'autre choix c'est quoi? Parce que l'écologie, ça n'est rien d'autre que le respect du vivant. Prendre conscience que s'il n'y a plus d'animaux sur la Terre, il n'y a plus d'humains 10 ans après. Pas moi qui le dis, c'est Einstein. Si l'eau est polluée, on ne peut plus la boire, on meurt de soif. Si l'air est pollué, on meurt étouffé. C'est un enfant de 10 ans peut le comprendre. Donc on est, nous, d'une immaturité écologique qui est dramatique pour 2 raisons. La première, c'est que notre cœur s'est fermé par rapport à la nature, et on a considéré essentiellement depuis Descartes et puis un petit peu après la révolution industrielle, on a considéré la planète comme une ressource, en se disant c'est super, il y a 100 000 espèces vivantes sur la Terre, et l'homme est l'une de ces 100 000 espèces vivantes. Et au nom d'un ego démesuré, on a considéré que cette planète nous appartenait, qu'on en était les propriétaires, et que donc on a
asservi l'ensemble des populations animales, végétales, à notre service. Et donc, comme ça ne marche pas comme ça, que personne ne peut asservir l'autre, à ce moment-là, on a couru à notre propre perte. Donc, le manque de conscience que rencontre l'être humain aujourd'hui, c'est un manque d'association spirituelle, économique, écologique, humaine, relationnelle, émotionnelle. On a besoin de revenir à un homme global qui puisse avoir une conscience écologique sans être un cool baba, quoique j'ai rien contre les cool babas, mais un cool baba coupé de l'économie. Et on peut faire des affaires et être impacté dans l'économie en ayant une conscience écologique. Et on peut méditer et s'intéresser à la physique quantique, et on peut s'intéresser à la science et aller discuter avec les chamans. Je crois que c'est ça l'ouverture. Et celui qui ne... Je suis un peu véhément par rapport à ça des fois, mais celui qui ne va pas dans cette totalité et qui refuse de s'intéresser à ça ou ça, il refuse une partie de lui-même. Et c'est cette pauvreté qui fait qu'aujourd'hui on est autant en souffrance, autant en conflit, parce que nous sommes beaucoup d'hommes et de femmes coupés de nous-mêmes, coupés soit de la terre, soit du ciel, et on a besoin aujourd'hui de retrouver notre... On est des êtres humains incarnés sur la terre, incarnés, ça veut bien dire quelque chose, dans la carne, incarnés sur la terre et aspirant à être vers le ciel, et c'est pas besoin d'être spirituel pour ça, quoi. Ça va être dur pour nous, parce qu'on voit que le mouvement est quand même assez puissant, le mouvement matérialiste, le mouvement qui nous entraîne, bon, si on pense à la philosophie transhumaniste des GAFA, on se dit, ça va être dur de faire marche arrière, de renverser la tendance. Bon, nous, on essaye de faire quelque chose dans notre coin, mais voilà, il faut que ça soit une prise de conscience globale. Comment est-ce qu'on peut faire pour inverser la tendance? Est-ce qu'on a les outils? On ne peut pas inverser la tendance, ça n'existe pas. Il n'y a jamais de retour en arrière dans l'histoire. L'histoire va toujours en avant. Et ce qui peut se passer, c'est que la nature même, elle évolue. Un arbre, il ne régresse pas. Un mammifère ne rétrécit pas en se disant j'ai trop grossi. Une baleine se dit pas attends, je vais perdre 1,5 tonne parce que j'ai vraiment trop grossi. Et l'humanité, c'est pareil, elle est allée très loin. Et par contre, elle peut évoluer. Dans cette évolution, elle peut s'intéresser d'un seul coup et ouvrir sa conscience spirituelle avec le même engagement qu'elle a ouvert sa conscience scientifique. L'être humain a découvert, moi je m'intéresse beaucoup à la scientifique, mais moi j'ai pas fait d'études, des fois je suis frustré ou complexé de ça, parce que je discute avec des astrophysiciens, je discute avec des neurophysiciens, psychiatres, ou des gens qui s'intéressent au pouvoir de l'esprit, et je suis comme un enfant de 5 ans, je me dis mais comme c'est complexe, comme c'est beau. Si on mettait cette même curiosité, ce même engagement à s'intéresser au pouvoir de l'esprit, au pouvoir de l'univers, pour le mettre en action en passant par des actes, à ce moment-là, on sait, par exemple, des fois j'ai encore des gens en conférence qui me disent mais moi je crois pas à l'intuition, ou je crois pas à la transmission de pensée. Il ne s'agit pas de croire ou de pas croire, il s'agit juste, si on est curieux, de s'intéresser. On sait qu'en Inde, par exemple, il y a des écoles, à Dehradun ou ailleurs, où les enfants travaillent, des enfants de 6 ans, c'est 4 heures par jour, ils ont les yeux bandés avec un triple bandeau, et on leur passe des enveloppes cachetées dans lesquelles il y a des couleurs, et les enfants prennent ces enveloppes en disant « ça c'est vert ». Ça c'est rouge, ça c'est jaune, avec un taux de réussite de 85 à 90%, les enfants de 6 ans. Donc les mêmes à qui on donne des livres, même chose, les yeux bandés, ils prennent ces livres en disant ça c'est l'histoire d'un petit renard qui se fait rencontre un ami, ça c'est l'histoire de 2 petits frères, etc. C'est pas y croire ou pas y croire, c'est s'intéresser, aller voir sur place, aller rencontrer et avoir une approche scientifique sur cette dimension de l'invisible. Et quand on découvre ça, on prend conscience de notre potentiel infini. On ne connaît rien de l'esprit, on ne connaît rien de l'univers. Ce qu'on connaît, c'est une tête d'épingle sur une mare de sable, quoi. Et on a cette capacité. Voilà, donc c'est soyons curieux. Et je crois que si les avancées technologiques, parce que on est aujourd'hui à l'ère, on s'intéresse à l'intelligence artificielle, on va peut-être pucer les humains dans une demi-génération, on va peut-être, alors bien évidemment, celui qui est paralysé, à qui on se dit, bon, on va lui rajouter 2 barrettes de mémoire, comme ça il va pouvoir retrouver l'usage de ses membres, bien sûr, on va se dire, c'est ça que tu veux continuer à rester dans un fauteuil roulant, alors que si on lui rajoute une barrette de choses dans son cerveau, il peut retrouver la marche. On a envie de dire, bah oui, bien sûr, je préférerais qu'il marche. Mais une fois qu'on sait faire ça, on va bien évidemment que l'être humain curieux comme il va se dire, mais alors, moi je peux me rajouter
des barrettes de mémoire, où je peux augmenter ma vue pour multiplier ma vue par 10, ou pour augmenter ma capacité de raisonnement par 10. Et c'est toute la science robotique, l'intelligence artificielle, et les chercheurs multiplient leurs travaux. Mais il n'y a pas ça associé à la philosophie. Et pour moi, l'intelligence, c'est Einstein qui dit encore, l'intelligence, c'est notre capacité à nous adapter à l'autre et à nous adapter au monde. C'est ça l'intelligence. Donc développer des capacités avec l'intelligence artificielle, pourquoi pas, si c'est fait dans une réelle éthique, dans une réelle philosophie, en sachant pourquoi on veut faire ça. C'est toujours pourquoi on veut faire ça. Hein, quand on dit je veux avoir plus de mémoire, celui qui est en fauteuil roulant, on lui dit tu vas te mettre des barrettes, pourquoi? Ben, comme ça je pourrais marcher sans mon fauteuil. Ah bah ouais, ça c'est une bonne raison, effectivement, tu n'auras plus à te trimballer ton fauteuil, tes 15 kilos de métal tous les matins, je vote pour. Mais celui qui a 2 bras, 2 jambes, qui peut s'en servir, pourquoi il a besoin de plus? Moi, j'ai pas besoin de plus de mémoire. Mais donc, on se pose la question. Et on se pose vraiment la question en disant, parce que je veux être plus grand, parce que je veux être plus fort. Hein, c'est la maladie de l'ego, ça. Dans les entreprises qui se disent, je discute quotidiennement avec des chefs d'entreprise qui me disent, voilà, on veut gagner 2 points de part de marché. Mais je dis, pourquoi? Mais comme ça, on devient 4e mondial. Mais pourquoi faire? Hein, si je veux mesurer 1m95 ou 2 mètres, si c'est pour jouer au basket, c'est super. Mais si c'est pour passer sous la table, c'est pas pratique. Donc la question, c'est quel est le sens de ça? Et j'en reviens au sens de la vie. Si je suis aligné avec une vision supérieure, à ce moment-là, oui, je peux accepter tous les engagements scientifiques. Mais si je ne suis coupé de cette spiritualité, de cette sagesse intérieure, que nous enseignent tous les peuples premiers, moi que je rencontre toute l'année, qui ont cette sagesse et qui sont effarés de voir à quel point nous on manque de la nôtre et qu'on se coupe en perdant notre humanité, en voulant être plus intelligent, on perd notre humanité. C'est quand même dramatique. Vous utilisez un concept que j'aime bien, décidément, vous utilisez beaucoup de concepts que j'aime bien, c'est celui d'alignement. Ouais. Et vous faites ce geste aliment intérieur. Ouais. Ce qui veut dire qu'en soi, on a un axe vertical. Ouais. Et cet axe vertical, c'est quoi? Et il relie quoi, cet axe vertical? Il relie la terre et le ciel, déjà, parce qu'on est tous, qu'on le veuille ou non, reliés à la terre. Et quand on est coupé de la terre, on a du mal. Hein. Si on passe du temps dans l'avion, il suffit de voir comment on est en descendant de l'avion. On est toujours un peu décalé. Donc on est, et puis là aussi, la science nous montre quelle est l'influence des ondes telluriques sur la santé. Les Russes s'intéressent beaucoup à ça et ont vu que le fait de marcher 15 minutes, par exemple, pieds nus sur le gazon frais, ça permettait d'améliorer, de favoriser la guérison du cancer, de favoriser la guérison d'un grand nombre de pathologies nerveuses, etc. Donc on sait que le fait d'être relié à la terre nous permet d'être en meilleure santé. Et le fait d'être relié au ciel nous permet de nous élever parce que c'est notre nature. Donc cet alignement, on est des axes. Hein, cette croix, que la croix du comportement, on a un axe vertical. Notre humanité, on est dans cette humanité quand on est présent dans nos 3 intelligences, l'intelligence du corps, qui est une véritable intelligence, parce que le corps sait ce qui est bon pour lui, l'intelligence du cœur, parce que tant que le cœur est fermé, on a beau savoir, ça va pas nous rendre plus heureux, et l'intelligence spirituelle qui nous élève, de l'esprit, qui nous permet de méditer, de comprendre ça. Et quand on est dans cet alignement vertical, on est dans notre humanité. Et l'axe horizontal de la croix, c'est que je suis pas tout seul sur la terre. Il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des animaux, il y a des végétaux, il y a des minéraux, et donc je vais prendre conscience d'eux. Et on va avoir cet alignement, d'ailleurs c'est intéressant, c'est vraiment l'alignement des 3/5 verticales, 2/5 horizontales, la croix du Christ. C'est-à-dire que dans cet alignement, je vais avoir besoin surtout de privilégier l'alignement vertical, parce que plus je suis aligné vertical, plus je peux pouvoir transmettre aux autres. Et certains ont une croix du comportement juste comme ça, c'est-à-dire très en lien avec eux, pas en lien avec l'autre. D'autres ont une croix du comportement comme ça, très en lien avec chacun, mais complètement coupés d'eux. Beaucoup d'intellectuels comme ça sont très connectés, ils ont beaucoup de choses dans leur tête, mais ils sont coupés de la terre. Donc on a besoin de retrouver cette humanité, cette verticalité qui nous fait du bien en plus, parce qu'on est quand on est aligné, on a plein d'indices. On est en bonne santé, on a de l'énergie quand on se lève le matin, on est content de faire ce qu'on fait, et les rencontres nous réussissent, il y a des synchronicités, etc. Tout ce qui fait qu'on est à notre place sur la Terre, quoi. Donc l'être humain
a quand même une place privilégiée, je dirais, dans la création, puisqu'il est un peu le pont entre le ciel et la terre. C'est lui qui opère, on va dire, ce contact entre les deux, et qui peut répandre ensuite au niveau horizontal cette énergie qui vient du ciel et de la terre. Je nuancerais, on dirait, dans le potentiel, en disant que dans le potentiel, il est l'espèce sur la Terre qui peut aller le plus loin. Mais je parle de ces trois intelligences, du corps, du cœur et de l'esprit. Déjà, quand on parle de l'être humain, de qui on parle, parce que entre lui et elle, c'est pas le même niveau. Certains êtres humains vibrent vraiment très bas, c'est-à-dire vont être coupés de leur corps complètement, pas du tout nourrir le corps, coupés du corps, le cœur fermé comme de la pierre et absolument pas relié à leur intelligence. Et d'autres sont le cœur grand ouvert, hyper connecté, donc il y a un delta dans les êtres humains. Mais chez les animaux, c'est pareil. Certains animaux ne pensent qu'à manger leurs voisins, etc. D'autres animaux sont des guérisseurs. Je pense aux chiens, aux chats, je pense aux baleines, aux dauphins, aux éléphants, aux singes, qui ont une intelligence supérieure par rapport à l'espèce. Je pourrais dire la même chose du peuple végétal, où tous les végétaux sont pas au même niveau. Certains sont des colonisateurs, d'autres sont des plantes nourricières, d'autres sont des arbres maîtres, d'autres sont des plantes médicinales. Et on a la même chose dans le peuple minéral, avec des cailloux qui sont, j'allais dire, de vulgaires cailloux. Il n'y a rien de péjoratif dans vulgaires cailloux. Et puis d'autres qui sont des pierres de touche, ou des pierres semi-précieuses, et puis les lithes, les pierres précieuses. Et il y a dans chaque règne la capacité à s'évoluer, à évoluer. La particularité de l'être humain, c'est qu'il a la capacité de faire vivre ensemble les 4 règnes, les 5 règnes, humain, animal, végétal, minéral et invisible. Et c'est le seul à avoir accès à cette dimension-là, parce que il a cette conscience associée à cette capacité de passage à l'acte. Mais un potentiel pas utilisé, ça sert à rien. Potentiellement, on est tous Mozart ou Rembrandt, mais qu'est-ce qu'on en fait au quotidien? Donc cette capacité à atteindre l'illumination, ce que nous enseignent tous les maîtres spirituels de toutes les traditions. Jésus est pas venu sur la terre pour nous dire vous êtes pauvres, minables et prosternez-vous devant moi. Il est venu en nous disant Dieu vous a fait à mon image. Et le Bouddha est venu sur la terre en disant vous êtes dans l'essence de Bouddha, trouvez votre nature ultime. Et tous les maîtres de toutes les traditions, hindouistes, musulmanes, toutes disent la même chose, nous sommes d'essence divine, c'est-à-dire que nous venons d'un espace non duel, ce qui veut dire un espace où on n'est pas coupé de la matrice, et on vit dans un corps duel pour faire l'expérience de la non-dualité dans un corps duel. Et c'est ça notre défi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je décide de jeûner, je vais avoir faim. Si je veux perdre du poids, il va falloir courir, mais j'aurai peut-être mal aux jambes. Si je veux rencontrer une femme, un homme, je vais vivre l'expérience de l'attachement, et du manque, et de la fusion, et de la diffusion. Et je ne peux pas faire l'expérience de l'un sans l'autre. Et la particularité de ça, Arnaud Desjardins, il avait ce mouvement-là toujours. Il prenait le balancier, et puis il prenait vers la droite. Et il disait, au moment où on va vers la droite, le balancier, il intègre déjà dans son corps le fait qu'il va repartir vers le gauche. C'est pour ça que si je fais l'expérience du sacré, je vais faire l'expérience du sacrilège. Si je vais faire l'expérience de la générosité, je vais faire l'expérience de l'avarice. Si je fais l'expérience du courage, je vais faire l'expérience de la lâcheté, et réciproquement. Et notre capacité à nous, c'est en conscience de se regarder en se disant « j'ai la capacité de transformer tout ce que je fais en lumière ». Et donc, d'aller dans un espace de non-dualité. Mais c'est pas ésotérique ou spirituel ou pareil, c'est juste un kiff de se dire, mais c'est quand même, qu'est-ce qu'on peut faire de plus beau sur la Terre que ça? Enfin, moi, il n'y a pas grand-chose qui me fait plus excité que ça. On est dans un monde duel. On est vraiment dans un monde duel. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ouais. Ce qui nous fait souffrir, mais ce qui nous fait avancer aussi. Et on a choisi de venir, plus ou moins consciemment, on a choisi de venir sur la Terre pour faire l'expérience de la non-dualité dans un corps duel. C'est ça le défi. Mais pour les anges ici, si je demandais par exemple au Bouddha, si je demandais à Dieu, si je demandais à l'archange Michael, au plus grand, de dire ok, est-ce que vous pouvez claquer des doigts? Ben, c'est pas possible. Donc un humain, il a la capacité, parce qu'il est incarné, donc il a cette capacité. Et donc on fait cette expérience de rentrer dans la matière. Et pour ça, pour rentrer dans la matière,
il faut faire l'expérience de ce que nous enseigne le Bouddha, comme tous les enseignements spirituels, du samsara, c'est-à-dire du cycle illusoire de l'existence, l'expérience du Bouddha, qui était comme un prince dans son palais, et qui était à l'image de tous ces demi-dieux des gouvernements, qui était nourri, qui était complètement caché. Voilà, on lui montrait que les belles choses, de la belle musique. Puis un jour, il a vu une vieille femme malade dans le palais, et il s'est dit, mais qu'est-ce que c'est cette femme? Qu'est-ce qui lui arrive? C'est une vieille femme malade, pardon, on l'avait cachée de votre vue. Et là, d'un seul coup, il décide de sortir dans le samsara pour prendre conscience vraiment du caractère illusoire de cette vie qui fait que quoi qu'il arrive, on va faire l'expérience de la vieillesse, de la maladie et de la mort. Et ça, celui qui refuse ça, tout ce qui a été assemblé est destiné à être désuni, tout ce qui est né est destiné à mourir, tout ce qui est... C'est juste incontournable. C'est incontournable. Et j'aime cette phrase de Christiane Singer qui dit « La question, compte tenu de ça, c'est pas de savoir s'il y a une vie après la mort, c'est de savoir si on veut vivre notre vie comme des morts vivants ou rentrer vivant dans la mort. » Et ça veut dire tout son sens, rentrer vivant dans la mort. C'est-à-dire que chaque seconde, je prends conscience que mon corps est vivant. Et donc mes cellules vibrent, j'écoute mon corps, j'écoute mes cellules, j'écoute mes organes. Et c'est bon de se sentir vivant tout le temps, quand on fait l'amour, quand on mange, quand on marche dans la rosée, quand on parle à quelqu'un. C'est tellement beau de se sentir vivant. Et je crois vraiment que si on vit pleinement notre existence, en se sentant vivant à chaque seconde, je crois vraiment qu'on part sereinement en se disant « c'est bon, je passe dans un autre domaine ». Je sais que vous avez rencontré des maîtres tibétains, vous êtes allé au Tibet, vous avez rencontré des chamans mongols, peut-être des sages indiens, vous avez eu accès à certains enseignements, peut-être avez-vous été initié, alors si c'est le cas, est-ce que vous pouvez nous expliquer cette initiation, qu'est-ce que ça vous a apporté? Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce sujet? Pour les maîtres, pour les chamans, ça va ensemble. Il y a différents types de transmission, différents niveaux de transmission, plus ou moins intimes et plus ou moins impactants. Il y a l'enseignement. L'enseignement, c'est je donne un enseignement, je vais vous parler de la Kabbale, je vais vous parler de géographie, je vais vous parler de mathématiques, de numérologie, je vais enseigner et donc je donne le même enseignement à chacun prend les... Voilà, je peux le faire par livre, je peux le dire comme ça, l'enseignement sera plus ou moins vivant, mais en tout cas, ça reste un enseignement. Ensuite, il y a la transmission. La transmission, c'est autre chose. C'est qu'il y a l'enseignement associé à l'énergie. Moi, j'ai plus l'impression de transmettre plus que d'enseigner. Parce que je mets plus d'intensité sur l'énergie que sur le contenu de ce que je dis. Et là, à ce moment-là, on va vraiment prendre conscience que quand on enseigne à quelqu'un, il y a les mots et il y a l'énergie qui les porte. Aujourd'hui, si je vais dans une librairie pour regarder les livres de méditation, tous les livres de méditation disent la même chose. Maintenez-vous le dos droit, regardez passer vos pensées, comme on regarde passer les nuages dans le ciel. Une fois qu'on a dit ça, on a à peu près tout dit. Et pourtant, des maîtres continuent à écrire des livres de 200 pages sur la méditation. Parce que ce qu'ils transmettent, c'est leur expérience, c'est à travers des anecdotes, donc c'est une transmission. C'est-à-dire que l'enseignement passe à travers eux, et notamment à travers la parole. Moi j'ai reçu des transmissions, par exemple, des enseignements du Bouddha qui sont donnés tous les 84 ans au Tibet, et donc j'avais la chance d'être au Tibet au moment où les lamas les donnaient, donc je me suis dit tiens, je vais recevoir ça. C'était le maître qui avait son texte de 5h du matin jusqu'à 19h en non-stop, et donc il transmettait tout le corpus d'enseignement du Bouddha. Comme c'était pas traduit, c'était directement, les Tibétains comprenaient, mais moi, français, je comprenais pas un mot. Par contre, je recevais l'énergie de l'enseignement du Bouddha, parce que l'enseignement du Bouddha, c'est une énergie. Donc ça, c'est une transmission. Donc il y a l'enseignement, il y a la transmission et il y a l'initiation. Et l'initiation, on la donne quand on vérifie que la personne à qui on va donner la transmission
est prêt à être initié. Donc il y a différentes initiations, que ce soit dans le bouddhisme tibétain, il y a des transmissions, donc là simplement le maître donne l'enseignement et par son expérience il est transmise, et l'initiation ça va un peu plus loin. Il y a comme en général un pacte entre celui qui transmet et celui qui va recevoir. Il peut y avoir un acte symbolique, couper une mèche de cheveux, donner un nom, avoir une pratique par exemple dans les initiations, moi, j'ai été initié, par exemple, au Bouddha de médecine, j'ai été initié à Chenrezi, à Milarepa, beaucoup de pratiques du bouddhisme tibétain, et à chaque fois, il y a un engagement. Donc, je m'engage, par exemple, à répéter 100 000 fois le mantra pour... voilà, donc ça, c'est des engagements qu'on prend. Et il y a vraiment cette initiation dans les médecines, par exemple, que ce soit Semekyo, le Reiki, ou d'autres formes de transmission, d'imposition des mains, eh ben, on va vérifier que la personne à qui on transmet, elle va être initiée. Donc, elle est habilitée à transmettre elle-même soit une lumière, soit un enseignement, soit une sagesse. Et donc elle va faire partie d'une famille, c'est comme s'il y avait une lumière, si je prends le Reiki par exemple, bon, il y a une lumière qui est là, et puis le maître qui a été initié va initier d'autres maîtres, qui vont initier d'autres maîtres, et la lumière continue. Mais si je transmets ça à quelqu'un qui n'est pas curieux, qui va faire ça 2 jours et qui va laisser tomber, en 10 ans, l'énergie sera morte parce que personne l'aura. Donc on va être attentif aux gens qu'on va initier. Et pour les chamans, par exemple, quand c'est très très particulier les initiations de chamans parce que elles existent sur d'autres plans en fait. Il n'y a pas officiellement d'initiation de chaman. À un moment donné, on sait qu'on est chaman et on sait qu'on est reconnu par les chamans comme étant un chaman. Et ça arrive comme ça. Alors, surtout pour moi dans mon parcours, parce que moi j'ai un parcours vraiment atypique. Si j'étais né en Mongolie, j'aurais fait le cursus, par exemple, avec les Mongols qui dure 9 ans. Et 9 ans où on va être suivi par un maître qui va vérifier avec nous, hein, qui va vérifier que nos pratiques fonctionnent. Il ne s'agit pas de se dire, on va dire voilà, bah tiens, il y a tel animal qui est malade, soigne-le, vas-y, on te regarde. Hein, il y avait des compétitions de chamans, par exemple, hein, celui qui réussissait à faire revenir la pluie, à arrêter la pluie, à faire brûler cette botte de foin, à manger des braises. Enfin, c'est des choses très très pratiques, très concrètes. Si on ne peut pas le faire, on n'est pas reconnu chaman. Donc il y a des choses comme ça. Certaines initiations chamaniques, je pense en Amérique avec les pieds noirs, par exemple, oui, Blackfoot, pas les pieds noirs d'Algérie, les Blackfoot, la tribu des Blackfoot, on va par exemple suspendre par les tétons à des crochets qu'on va mettre, et le chaman doit rester, je sais plus, 1 heure ou 2 heures suspendu à un crochet qui lui traverse ça, et il doit montrer qu'il est capable de ça. Ça, c'est des initiations hard, on va dire. Donc, est-ce que nous, on peut être initiés? On a un autre rapport aujourd'hui à l'initiation, mais voilà, cette initiation, elle est surtout, pour moi, elle est surtout intérieure, l'initiation. Parce qu'une initiation, c'est pas quelque chose à prendre à la légère, mais quand vraiment on est initié, c'est comme un engagement, c'est comme une prise de refuge, on sait que ça va durer toute la vie, et à ce moment-là, c'est très intime, mais c'est un engagement de se tourner vers la lumière, c'est un engagement voilà, moi quand j'ai reçu mon nom de chaman, ou mon nom tibétain, à chaque fois c'était vraiment une initiation, je savais qu'il y a quelque chose où j'étais engagé pour la vie, et après, bah voilà, on lâche prise, on sait qu'on est là, et c'est aussi une façon c'est comme un mariage en fait, une initiation, on est marié, ça y est, on peut on laisse reposer, on n'a plus la question qui se pose, quoi. En fait, une initiation, si je comprends bien, c'est irréversible. Ouais. En plus, alors c'est intéressant de parler de filiation. Ouais. C'est-à-dire qu'on rentre dans une chaîne d'initiés qui remonte peut-être à un temps mythique. Et depuis ce temps, on se transmet de maître à disciple une lumière. Ouais. Alors, chez les soufis, on appelait ça la baraka. Une énergie spirituelle qui est transmise de maître à disciple, qui se transmet de génération en génération. Ouais. Est-ce que vous pouvez initier quelqu'un? Alors ça c'est une question que je me pose moi-même vraiment beaucoup, parce que et à laquelle j'ai pas la réponse, mais je me pose vraiment ça, et quel sens ça a. Ce que je peux dire, c'est que toutes les traditions avec qui j'ai reçu, que ce soit les chamans de Mongolie, que ce soit les Amérindiens, que ce soit, on arrive à la fin d'un cycle
si je prends l'enseignement des bouddhistes, par exemple, moi, les initiations que j'ai reçues, c'est des initiations de maître à disciple depuis le Bouddha, qui transmettait à ses disciples, qui ont transmis à ses disciples, qui ont transmis à des maîtres, à des maîtres, à des maîtres, qui ont reçu à des maîtres. Moi, j'ai reçu ces initiations, j'allais dire, j'espère choquer personne, qui sont peut-être les derniers grands maîtres tibétains vivants. Parce que le Dalai Lama lui-même a annoncé qu'il ne se réincarnerait pas. Parce que c'est la fin des Dalai Lama, parce qu'il considère qu'aujourd'hui, le Tibet est envahi par la Chine, il n'y a plus la disposition politique et religieuse capable d'accueillir ce mouvement du bouddhisme tibétain. Donc c'est la fin de quelque chose qui a duré depuis 2500 ans. Et chez les Amérindiens, c'est pareil, beaucoup ont été spoliés de leurs terres, beaucoup, etc. Donc la notion de la transmission est vraiment particulière. Et pour moi, si je regarde ma tradition, je suis breton, je suis celte, donc c'est le druidisme. Et le druidisme, on a eu cette transmission de maître à disciple, de grands-parents à enfants, jusqu'à sensiblement le XIIIe siècle, le moment où les druides ont été exterminés en Bretagne, le moment où il y a eu la chasse aux sorcières. Et donc toute cette transmission de maître à disciple ou de grand-père à enfant a été coupée. Et moi, j'ai toujours une émotion quand je dis ça, parce que j'ai beaucoup souffert de ça, et je m'en suis beaucoup confié à mes amis tibétains, amérindiens. C'est comme si la lignée était coupée. Et l'image qui m'est venue, c'est le chamanisme, c'est comme de l'eau. Et l'eau, il peut prendre plusieurs formes. Ça peut être de la glace, ça peut être un étang, ça peut être une rivière, et ça peut être du brouillard. Mais du brouillard, c'est aussi de l'eau. Et pour moi, la transmission, chez les druides, elle est restée à l'état de brouillard, et là, maintenant, elle reprend la transmission de rivière. C'est pour ça qu'il y a autant de gens qui se reconnaissent chamans ou qui sont reconnus chamans. Et est-ce que je suis habilité par transmettre? Quand on est habilité à transmettre, quelqu'un doit nous autoriser à le faire. Et moi, la question que je me pose, c'est qui peut m'autoriser à transmettre? Puisque moi, je suis pas lama, j'ai passé 15 ans avec les lamas tibétains, mais je suis pas lama, et puis j'ai pas vocation à transmettre le bouddhisme tibétain, c'est pas ma vocation. J'ai été reconnu chaman en Mongolie par les chamans mongols, donc eux m'ont reconnu. Est-ce que moi je peux reconnaître d'autres chamans? Pour l'instant c'est un peu tôt pour moi pour répondre à cette question-là. J'ai été initié à la guérison par l'imposition des mains. Est-ce que moi je peux? Je ne le fais pas jusqu'à présent, je ne le fais pas, parce que je crois aussi que à la fois chacun a besoin de se reconnaître. Le bouddhisme tibétain, il y a 3 maîtres. Il y a le maître intérieur, il y a le maître extérieur et le maître sacré. Je crois qu'on a besoin des 3. Le maître extérieur, c'est celui qui nous enseigne, celui qui nous initie ou celui qui nous reconnaît. Le maître intérieur, c'est le maître en nous, la partie de nous qui sait. Et le maître sacré ou secret, c'est l'union des 2 premiers. Et certains vouent une adoration exagérée au maître extérieur, en se disant, moi j'ai un grand maître, c'est un très très grand maître, il est très puissant, il claque dans les doigts, il transforme des chips en popcorn. Donc c'est un grand maître. Et puis, à voir la grandeur de leur maître extérieur, ils ne voient pas leur propre grandeur. D'autres vont se dire, moi, ni Dieu ni maître, moi je suis mon propre maître. Mais si les premiers ne voient pas la lumière à l'intérieur, les deuxièmes ne voient pas les lumières à l'extérieur. Et je crois qu'un maître est nécessaire pour gratter un peu les casseroles et pour nous faire avancer. Parce que c'est un peu facile de se dire soi-même, je vais avancer moi-même. On a besoin d'un thérapeute, on a besoin d'un guide, on a besoin, à un moment donné, pas toute notre vie, mais à un moment donné, on a besoin. Chez les Tibétains, on appelle le maître racine, parce que c'est celui qui plante la graine et qui permet la racine. Et le maître sacré ou le maître secret, c'est l'union des 2 maîtres intérieurs et extérieurs. Et à ce moment-là, on voit le maître extérieur qu'on reconnaît. Moi, j'ai des maîtres, des êtres que je considère comme des maîtres, que quand, par moment, je vais m'asseoir sagement, écouter leurs enseignements, et puis je me sens comme un élève ou comme un disciple. C'est bon pour moi, ça me repose. Je me dis, allez-y, bossez un peu, j'écoute. Puis je reçois ça me repose. Il y a d'autres moments, je joue le rôle du maître et j'enseigne à mon tour. Voilà, donc je ne donne pas aujourd'hui d'initiation. Beaucoup de gens me demandent, est-ce que tu peux me reconnaître en tant que chaman? Pour l'instant, je me refuse à ça parce que il y a quelque chose que je sens pas juste pour l'instant. Qu'est-ce que ce sera dans 10 ans? J'en ai aucune idée. D'accord. Lors de vos conférences ou de vos vidéos sur Internet, j'ai vu que vous parliez de l'ADN poubelle. C'est-à-dire cet ADN qu'on a considéré pendant longtemps qui servait à rien, quoi.
En fait, on s'aperçoit que ça sert à quelque chose. Et ça sert à quoi et pourquoi est-ce qu'on a cet ADN poubelle, entre guillemets? Alors, je peux... Ouais. Non, je vais en répondre avec des mots simples parce que je suis pas suffisamment scientifique pour noyer les gens d'informations, mais les chamans justement aiment s'intéresser à la science et aiment vraiment comprendre la science. Et souvent c'est intéressant de voir comme quand on a découvert l'ADN, il n'y a pas si longtemps que ça, d'un seul coup on s'est dit mais ça y est, c'est dans mon ADN, moi j'y peux rien, qu'est-ce que tu veux, c'est dans mon ADN. Et dans l'ADN, si je prends un cheveu ou si je prends un peu de salive ou un peu de peau humaine, je vais avoir toute l'information qui va me permettre de dire voilà, c'est un homme de 55 ans qui est plutôt de telle origine, qui mange bien, qui fait ceci, qui fait cela. On a beaucoup d'informations. Donc il y a de ce qu'on considère dans l'ADN a souvent quelque chose de figé. Et aujourd'hui, l'épigénétique nous montre que l'ADN n'a rien de figé et que l'information est toujours en mouvement. Et que par la puissance de la pensée, on a la capacité à modifier la matière et à modifier la structure même de l'ADN. Donc on a simplifié encore dans notre esprit duel l'ADN et l'ADN poubelle. Comme si, donc c'est les mots qu'on met, mais là encore c'est une façon duel de noter l'information. Je fais le lien avec vos travaux à vous, mais pour les chamans, nous sommes tous reliés et nous avons dans notre ADN de l'ADN des 5 continents, nous avons de l'ADN de tous les animaux, de la montagne, c'est plus quel biologiste qui disait, nous avons dans notre ADN la mémoire d'un dinosaure qui pleure. Je trouve ça très, très, très poétique, mais on a tout ce qui est sur la Terre et ailleurs, c'est déjà dans notre ADN. Et après, par une alchimie de génétique, de transformation, on va avoir une partie de cet ADN qui est révélée, mais potentiellement toute l'humanité est en nous et nous sommes dans l'humanité. C'est vraiment le principe de la fractale. Si je vais voir comment on appelle ça, un iridologue, et qui regarde dans mon iris, il va pouvoir, un naturopathe, il va pouvoir avoir toutes les informations, si je mange bien, si je dors bien, quel âge j'ai, etc., si je suis en bonne santé. Ça, c'est l'infiniment petit qui est contenu, l'infiniment grand qui est contenu dans l'infiniment petit. Si je vais voir un auriculothérapeute, il va voir toute l'information dans mon oreille. Si je vais prendre un cheveu, je vais voir toute mon ADN dans un cheveu. Mais si je vais voir un chaman, il va regarder mes lignes de la main, il va parler pareil, parce que toute l'information, elle est dans la main. Et souvent, on dit, regarde les lignes de la main, mais les lignes de la main, elles évoluent, comme les yeux évoluent, comme tout est en mouvement, il n'y a rien qui ne soit figé. Et l'ADN, c'est pour moi les nouveaux et avancée de la science de demain, la physique quantique, des médecines quantiques. Corinne Sombrin, c'est cette femme qui a fait qui a été reconnue chamane elle aussi par les Mongols et qui a fait un travail très très scientifiquement très intéressant où elle a travaillé par exemple sur l'impact du son du tambour sur notre cerveau. Et ce qu'on considère aujourd'hui quand on regarde un électroencéphalogramme, on va se dire celui-là, bah ça c'est un électroencéphalogramme d'une personne en bonne santé, ça c'est un schizophrène, ça c'est un paranoïaque, et ça c'est un maniaco-dépressif. Et donc c'était pas du tout les mêmes électroencéphalogrammes. Et Corinne Sombrin, elle s'est rendue compte dans la transe qu'elle faisait au tambour, qu'elle avait la capacité de rentrer complètement dans la vibration du maniaco-dépressif, du paranoïaque, du schizophrène, et d'avoir exactement le même tracé électroencéphalographique, et de pouvoir rentrer dans ce tracé, de pouvoir en sortir. Donc, tout ce truc de se dire, lui, il est schizophrène, elle est paranoïaque, ça n'a aucune existence sur un autre plan, puisqu'on est capable, certains sont capables en tout cas, de rentrer dans ça et de sortir de ça. Et ça, c'est des expériences qui ont été faites en laboratoire, avec tout le matériel moderne, pour rentrer que ce qu'on croit figé à un moment donné, ça n'est pas figé. Et si
il est question d'un ADN poubelle et d'un ADN peut-être recyclé. C'est que notre art à nous, c'est de recycler. On a la capacité de tout recycler. Et surtout, nous sommes tous tellement interconnectés les uns les autres. Voilà, là j'ai fait moi mon tracé ADN, par exemple. Bah, je me rends compte que j'ai beaucoup d'Irlandais, d'Hollandais, de Maghrébins dans mon ADN. Pourtant, c'est d'Indiens dans mon ADN. Il y a 3,5 d'Indiens, il y a etc. Donc on a cette mémoire-là de toutes les traces de l'humanité en nous. Moi, mon expérience, la petite expérience que j'ai de l'entreprise, puisque j'accompagne les hommes et les femmes, des managers, des dirigeants depuis 20 ans à peu près en entreprise, c'est qu'on souffre essentiellement de la séparation des uns et des autres et des mondes. Il y a la religion, il y a la spiritualité, il y a la médecine, il y a la science, il y a l'éducation, et il y a l'entreprise, qui est un monde à part, avec un code à part. On n'est pas habillé pareil, on n'est pas. Il y a un langage à part, il y a un vocabulaire à part, il y a une façon on va avoir le casual Friday, on va avoir une façon de s'habiller, on va avoir. C'est très très codifié. Et souvent j'ai entendu beaucoup de dirigeants, de managers qui me disent, tu sais, laissez vos émotions au vestiaire. Moi je veux bien, mais le vestiaire il ferme pas à clé, donc on va venir avec et puis on va. Les parois sont tellement plus poreuses qu'on ne l'imagine que maintenant qu'on s'en est rendu compte, on a découvert que, bon, avec les risques psychosociaux, que quand même 12% des managers, par exemple, sont exposés au burn-out dans les 3 ans. Un actif manager sur 3, une active sur 4 est exposé à l'ulcère à l'estomac. Donc quand on a pris conscience de ça, en France, 85 millions de boîtes par an d'anxiolytiques, donc on est obligé de se poser la question du bien-être au travail. Quand on s'intéresse pourquoi les gens sont si mal, on a le besoin d'utilité, à quoi je sers, et la quête de sens. Je crois que le monde de l'entreprise a vécu différentes ères. Il y a eu l'ère où on travaillait, parce que le travail, l'étymologie du travail, ça vient du latin tripalium, c'est le tabouret qui était utilisé au Moyen-Âge pour la torture. Donc dès qu'on va travailler, on va souffrir. Et longtemps, on a associé le travail, c'est la souffrance, donc on travaillait, c'était l'essence. On se posait pas la question, fallait aller à la mine, au charbon, on se demandait pas est-ce que ça te plaît pas, la question venait pas à l'esprit, fallait le faire. Donc c'est le devoir. Et puis à un moment donné, on rentre dans une autre sphère, la révolution industrielle, c'est la guerre, les uns et les autres s'opposent, donc c'est la guerre. Et les entreprises, c'est la guerre. On parle d'ailleurs de plans, d'une campagne publicitaire, on parle de la tête de pont, on parle de lancer une campagne d'emailing, on parle d'en parler à l'état-major, on parle de recevoir des scuds, d'envoyer des scuds, d'avoir une stratégie. Tout ça, c'est un langage militaire. Donc c'est l'ère militaire. Puis au bout d'un moment, les gens se disent, mais il y en a marre de se taper dessus, donc on va changer l'ère militaire et on rentre dans l'ère du sport. Et là, d'un seul coup, avec nous, soyez les premiers, soyez les winners, et là, ça y est, on rentre dans la compétition ludique. Et les managers, ils aiment bien ça, donc d'un seul coup, ça y est, on devient très sportif, les publicités qui correspondent à ça, c'est des podiums, nous sommes numéro 1, soyez les premiers, avec nous, soyez, etc. Donc ça excite beaucoup. Puis au bout d'un moment, on en a marre de la compétition, on rentre dans l'ère du fun. Et là, ça a été toutes les années 80, 90, où d'un seul coup, c'était, on faisait du paintball, on faisait du rafting, du canyoning. Dès qu'il y avait un séminaire, c'était pour mettre les gens dans les canyonings, à secouer sur les trucs, et puis après, le saut à l'élastique pour se dire quoi? Est-ce que vous pouvez regarder vos collègues différemment? Est-ce que vous pouvez les regarder comme des êtres humains? Toujours, on cherche la même chose. Puis au bout d'un moment, on en a marre de sauter à l'élastique. Alors, on arrête l'ère du fun et on rentre dans l'ère du développement durable. Donc, n'imprimer ça, c'est début des années 2000, n'imprimer ce mail que si nécessaire, fermer la lumière, soyons une entreprise éco-responsable. Et puis, on se dit, oui, mais moi, si j'économise mon papier, mais qu'on brûle des milliards de tonnes de gasoil à côté, ça sert à rien. Et donc, on se pose la question, qui est la question des années 2015, 2020, c'est la quête de sens. À quoi je sers? Si j'économise mon papier dans un sens, mais qu'à côté de ça, je crame des milliers d'hectares de forêt, c'est quoi le sens? Et là, nous sommes dans l'ère du sens, qui est la dernière ère.
Hein. Après, elle se transformera, c'est ma vision, elle se transformera par l'ère du cœur. Et on est déjà, parce qu'elle est, en fait, si je regarde la première ère, c'est 30 ans, après c'est 20 ans, après c'est 10 ans, développement durable, ça dure 5 ans, l'ère du sens, ça va durer 3 ans, 2 ans, et après on va rentrer dans l'ère du cœur. Quand je parle d'amour en entreprise, on me dit, vous voulez parler d'empathie? Je dis non, je ne parle pas d'empathie, sinon j'aurais dit empathie, là. Je parle d'amour, parce que je crois que c'est impossible de communiquer avec nos clients si on n'aime pas nos clients. C'est impossible de prendre la parole. Moi, j'aide les gens à prendre la parole, à négocier, à manager. C'est impossible de prendre la parole avec ses collaborateurs si j'aime pas mes collaborateurs. C'est impossible de manager si j'aime pas mes associés. C'est impossible de négocier si j'ai pas envie d'être gagnant-gagnant. C'est fini, ça, l'ère du gros gâteau où on est persuadé que il faut avoir, combien je travaille avec la grande distribution où ils me racontent les histoires du siècle dernier, quoi. Hein, la négociation c'est la guerre, tu comprends, n'annonce jamais un prix en premier, sinon il va. Moi je fais l'inverse, je monte mon jeu tout de suite, j'ai mes prix c'est celui-là, vous voulez travailler avec moi ou pas? C'est l'inverse, c'est l'ère du cœur, c'est-à-dire je m'entraîne à faire gagner l'autre, parce que si je donne à l'autre, son réflexe c'est quoi? C'est pas de me mettre un coup de couteau dans le dos, c'est de me dire, tiens, j'ai reçu un truc, ça me fait du bien. Mais je vais lui donner aussi, on est tous pareils. Si on donne, on a envie on reçoit, on a envie de donner à notre tour. C'est l'essence. Et je crois que là, l'ère du sens, on se dit, le monde, l'humanité, est peut-être en train de vivre ces 30 dernières années. C'est pas rien ce qu'on vit, c'est pas moi qui le dis, c'est les experts du GIEC, c'est les experts scientifiques, tous les scientifiques disent la même chose. On est 2020, ça y est, fin de la récréation. C'est la fin de la récréation, c'est terminé, on a utilisé les ressources, on a cru qu'elles étaient inépuisables. Maintenant, on a lancé un premier signal d'alarme, un deuxième signal d'alarme. Malgré ça, on a accéléré. Maintenant, c'est terminé. On est obligé d'avoir cette vision-là pour se dire, alors qu'est-ce qu'on fait des 30, 40, 50 dernières années qui sont là, sachant que aucun scientifique aujourd'hui n'a la réponse, parce que je crois qu'elle n'est pas encore... Les chamans, ils parlent du nagal et le tonal. Le nagal, c'est pour ça qu'on appelle les chamans le nagal. C'est ce qui n'est pas encore manifesté, mais qui va se manifester. Le tonal, c'est quand c'est prêt à se manifester. Et la solution, par exemple, à la pollution, la solution, qu'est-ce qu'on va faire pour demain, elle est encore dans le nagal. Elle est là, mais personne ne l'a trouvée. Et sûrement pas les politiques qui se disent alors éolienne ou nucléaire. Les deux, ça fait partie du siècle dernier, on oublie. Il y a d'autres énergies, les énergies libres, les énergies que d'autres découvriront. C'est pas les scientifiques d'aujourd'hui, c'est les jeunes qui ont 20 ans, c'est eux qui les découvriront. Mais pour ça, ils ont besoin de nous, et ils ont besoin du fait qu'on y croit. Hein, il y a ce type là qui a 22 ans, qui a inventé cette machine pour nettoyer les océans. Putain, c'est un gamin qui sort de l'école et qui d'un seul coup donne une claque à toutes les multinationales. Et on a ce type aussi qui a 26 ans, qui vient de démontrer par A plus B que le moteur à eau existait, qu'il était possible de fonctionner, etc. Donc il y a toutes ces études qui sont faites qui nous montrent qu'on est à la cour maternelle par rapport à la science. Donc arrêtons de fonctionner avec ce monde d'hier et tournons-nous vers le monde de demain. La solution, on ne l'a pas, mais l'expérience chamanique me montre que c'est parce qu'on va créer le climat favorable que naturellement la plante va pousser. Et notre rôle à nous, c'est pas de se dire quelle solution, c'est Einstein qui dit toujours lui, ce n'est pas en étant dans l'état d'esprit dans lequel on était quand il s'est manifesté qu'on va résoudre l'équation du problème. C'est en générant une autre qualité vibratoire. Et quand on s'intéresse à la médecine quantique, quand on s'intéresse à la physique quantique, quand on s'intéresse au chamanisme, on apprend que tout naît d'abord par l'intention. Hein, je travaille là, je montre quelque chose avec des chamans d'Amazonie, et quand on a décidé de faire ça ensemble, le chaman m'a regardé droit dans les yeux en disant « Maintenant, on parle de ce projet au présent. Il n'y a plus d'on va faire, c'est on fait, on agit, parce que l'univers n'entend que le présent. Et donc, on agit dès aujourd'hui. Et je crois que notre véritable réalisation, notre véritable mission de vie, je fais la boucle avec le départ, notre mission de vie aujourd'hui pour chaque être humain en 2019, c'est de se dire « Je vais contribuer à générer le nagal, c'est-à-dire à générer le terreau, d'où sortiront les fleurs, qui nous feront enfin respirer, qui nous feront dire « Waouh, ce grand jeu, ça valait le coup de le jouer ensemble ».